Eh bien, nous abordons cette dernière ligne droite. Merci au public de nous rejoindre et merci également à nos invités de nous avoir rejoints pour parler de désobéissance civile. L'intitulé exact de cette rencontre est la désobéissance civile, une composante essentielle pour faire bouger les lignes. Vaste question qu'on va tenter de décliner, détricoter ensemble avec les groupes, s'il faut le dire ainsi, Extinction Rébellion et les Soulèvements de la Terre. Merci à vous d'être avec nous, Paul et Caracol. Merci beaucoup. Et bienvenue sur nos antennes. D'emblée, Caracol, est-ce qu'il serait question d'une certaine référence à la Horde ? Exactement, c'est une référence à la Horde du Contrevent, notamment parce que Alain Damasio est un des forts soutiens médiatiques des causes de désobéissance civile. Très bien. Alors on va commencer par un temps de présentation véritable au nom des groupes que vous représentez. Est-ce qu'il serait possible de nous repréciser ce que sont Extinction Rébellion d'une part et puis les Soulèvements de la Terre d'autre part ? Eh ben allez, je me lance. Ouais. Du coup, Paul. Donc je fais partie du comité local des Soulèvements de la Terre. Alors à l'échelle nationale, c'est un mouvement qui a été créé au départ sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait qui est resté finalement assez localisé pendant ses premiers temps de vie et qui s'est ouvert plus largement après l'annonce de dissolution des Soulèvements de la Terre après je vais y arriver, après le passage à Sainte-Soline qui a vu de nombreuses blessés et c'est à ce moment-là en fait que les Soulèvements de la Terre se sont donc ouverts et ont proposé de créer de nombreux comités locaux dans toutes les régions de la France et d'essaimer largement pour montrer en fait que c'était une adhésion qui était plus large que simplement un groupuscule local et donc c'est des suites de ça que nous avons créé notre comité local de Saint-Étienne notamment. Donc depuis quand exactement ? Le comité local a été créé en mars. En mars ? Ouais. Ok. Ouais. 210 comités locaux à peu près, partout en France, mais de nombreuses personnes, des milliers de personnes, 150 000 environ, qui ont affirmé « Nous sommes tous les Soulèvements de la Terre ». On va revenir sur cette question de la dissolution aussi et de l'annulation surtout du décret des solutions qui est tombé il y a tout juste quelques jours. J'avais eu info début septembre à la rentrée en étant partie prenante avec Ondaine également sur Vers de Terre, le salon de l'agriculture et de l'alimentation à Saint-Étienne, d'un petit fascicule, un petit tract qui indiquait les soulèvements du Forêt, un autre comité local ligérien. Mais est-ce qu'il s'agit de la même chose ou est-ce qu'on peut voir ici même dans le département la constitution de différents comités locaux? En effet, il y a bien 2 comités locaux. Alors le nôtre en fait a eu quelques petits problèmes de création, on va dire. Et donc on retrouve le lien avec nos médias et dans le sens où de l'adresse mail, etc. Plus récemment. Mais c'est vrai que le comité local du Forez a été créé, a plus rapidement en tout cas, est plus rapidement passé à l'action. Et alors qu'à l'échelle de Saint-Étienne, nous étions plutôt sur. Ce sont donc 2 entités, mais qui font partie d'un même mouvement. Hein, mais voilà. Donc nous à Saint-Étienne, on a mis un peu plus de temps finalement à démarrer. Et voilà. Mais c'est chose faite aujourd'hui. C'est chose faite aujourd'hui, nous démarrons. J'ai l'impression qu'il y a une grande porosité finalement aussi entre les différents mouvements, les différents collectifs, que ce soit des comités, mais que ce soit également d'autres associations militantes, que ce soit des associations même politiques ou syndicales, hein, pour exemple. Est-ce que c'est véritablement localement et que la nature même du comité pourrait se définir aussi à ce niveau-là ? Alors oui, en effet, il s'avère qu'avec Caracol, qui se trouve à côté de moi, nous faisons aussi partie tous les deux d'Extinction Rébellion. Et en fait, il s'avère que les 2 mouvements, à l'échelle locale en tout cas, sont très liés, puisque donc Extinction Rébellion précédait en création à l'échelle locale les Soulèvements de la Terre. Et donc finalement, c'est ce rapport écologique derrière tous ces mouvements, ce rapport à des problématiques sociales qui nous a amené de nombreuses personnes d'Extinction Rébellion
en fait, a participé à la création de ce comité local des soulèvements de la terre. Donc voilà. Merci. Grande porosité. Merci Paul. Caracol, pour Extinction Rébellion précisément, même chose, un peu la genèse aussi peut-être de la création, constitution d'un groupe local. Alors nous c'est un peu plus ancien du coup. Extinction Rebellion, ça remonte à 2018. Ça a été fondé d'abord en Angleterre avec une grosse mobilisation sur Londres où ils ont bloqué une dizaine de ponts pendant plusieurs jours. C'était à peu près 10 000 personnes qui s'étaient mobilisées à ce moment-là, et après en fait ça a commencé à essaimer un peu de partout en France. Et du coup il y a eu un premier groupe local qui s'est monté sur Saint-Étienne en 2019, et puis il est arrivé en 2020 un petit événement nommé Covid. Et du coup, le groupe local a complètement coulé à ce moment-là. Et fin 2022, en septembre, on a relancé le groupe local. Et donc, c'est des actions qu'on mène depuis cette date-là. Et donc, Extinction Rebellion, c'est vrai que peut-être un peu que j'explique. Extinction Rebellion, donc c'est un groupe de désobéissance civile non violente. Comme tu le disais au début, on parle bien de groupe ou de mouvement, mais pas d'association, pas d'organisation. Parce que c'est une organisation complètement horizontale et complètement sans hiérarchie, sans structure juridique aussi, où chaque individu est là pour porter 10 revendications en fait, qui nous unissent tous ensemble, 10 valeurs qu'on porte ensemble. Mais après, chacun est libre de les interpréter comme il le souhaite et de les interpréter à l'échelle de son groupe local comme il a envie. Tu parles de 10 valeurs, donc 10 principes, on pourrait dire, sur lesquels s'appuie finalement le groupe Extinction Rebellion. Tu veux en faire rappel ? Oui, je les ai juste là, parce que je les oublie toujours un petit peu. Globalement, c'est en fait, on partage une vision commune d'un changement de société qui est nécessaire, parce que la société dans laquelle on est fonce droit dans le mur. On essaie aussi de prôner une espèce de culture régénératrice, mais aussi qui prône l'acceptation de chacun dans sa forme de lutte, mais aussi dans la personne qu'il est et qui se définit. Donc on essaie d'être le plus inclusif possible. On retrouve... je pense que on remet en question aussi, par cette démarche-là, le système un peu toxique qu'il y a dans notre société, qui prône la concurrence, qui prône les individus, chacun les uns contre les autres, alors que nous, on essaie de prôner des groupes unis et plutôt fluides en termes de rôle, en termes de prise de parole, de prise en acte sur les manifestes. Les soulèvements de la terre se retrouvent aussi dans ces piliers. Est-ce que certains sont précisément définis également et qui pourraient peut-être comme ça donner une trame un peu générale aussi des soulèvements de la terre et de son intention? Alors les soulèvements de la terre se caractérisent surtout autour de la préservation de l'eau et de la terre. Et donc là-dessus, complètement, il y a de forts liens finalement, même si XR au départ XR, donc Extinction Rébellion. Oui, pardon. Se situe plus largement. Mais en fait, les soulèvements de la terre, c'est là encore une organisation qui n'est déclarée nulle part finalement. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas il y a aucune existence juridique de ce mouvement-là. Et en fait, c'est simplement un mouvement qui regroupe de très nombreuses organisations, notamment on peut voir beaucoup de personnes de la Confédération paysanne, on voit aussi des personnes justement d'Extinction Rébellion assez régulièrement dans les rangs. Et donc il y a des valeurs qui finalement se retrouvent assez larges par le nombre de personnes qui font partie de ce mouvement. Est-ce qu'il y a je me dis, de quelle façon on intègre aussi un groupe, un comité local, en adhérant certes à ces valeurs, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres prérequis, je ne sais comment ils le font dire, et je pense même en termes par exemple de transmission, ce qui a été un mot fort aussi de la journée, mais aussi de formation peut-être, qui intervient notamment avec de l'action en perspective, c'est un peu là où je voulais aller. Exactement, alors on va faire un petit peu de pub. Lundi, il y a la réunion mensuelle des soulèvements de la terre qui a lieu à l'Amicale Michelet à Saint-Étienne à 19h. Et jeudi 30 au Smoking Dog, il y aura un accueil nouvel hôte d'Extinction Rebellion. Donc venez si on vous a convaincu aujourd'hui. Et généralement, donc dans les accueils nouveaux, en fait, on essaie d'expliquer un peu tous nos principes et tout le fonctionnement d'un groupe local. On rappelle aussi un peu nos actions passées.
Mais on invite les gens généralement assez rapidement à venir sur une action. On en a mené une là tout à l'heure pour accueillir les derniers nouveaux vélos. C'est-à-dire on a distribué des PV en fait tous les SUV qu'il y avait sur le parking de Tatoutjuste, parce que oui, il y a des SUV qui viennent à Tatoutjuste. Et aussi après on propose des formations donc à la désobéissance civile non violente et à la coordination aussi d'action en fait, comment on organise tout ça. Donc voilà, il y a tout ce panel de formations qui fait toujours partie un peu partie de nos luttes, et puis même on fait des formations sur des choses autres, mais là je vais peut-être laisser Paul en parler, notamment sur les sécurités informatiques. Ah oui, c'était un petit peu, c'est un petit peu dans le même cadre finalement que les formations sur la désobéissance civile non violente ou la coordination d'action. En fait, on a des formations assez larges. Alors bon, après là, c'est toujours au volontariat finalement des personnes qui veulent présenter ces formations et des compétences aussi bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, la désobéissance civile amène à acquérir des connaissances qui ne sont pas nécessaires dans la vie de tous les jours sinon. Et c'est vrai que voilà, on en anime à l'échelle locale notamment. Ouais, on va y revenir. Alors en termes d'action, effectivement, donc tu disais une action qui a eu lieu tout à l'heure, pas plus tard que ce jour. Il y a eu également sur Lyon, il me semble, c'était hier, parce qu'on parle beaucoup là du Black Friday. Il me semble qu'il y a une opération menée notamment sur Lyon dans un centre commercial avec sorte de diffusion d'odeurs pestilentielles, histoire d'incommoder les potentiels consommateurs, consommatrices. En termes d'action, depuis vos constitutions, localement, les actions ont été nombreuses? Alors, je vais parler plutôt au nom d'XR, parce que les soulèvements de la Terre étant encore un peu en émergement, on a peu mené d'actions au nom des soulèvements de la Terre, mais au nom d'Extinction Rebellion, effectivement, on a mené notamment l'hiver dernier une grosse campagne qui s'appelait C'est pas Versailles ici, en petite référence à nos amis de chez Total, pour encourager en fait aussi la puissance publique et les commerçants à couper les enseignes lumineuses, à couper les panneaux publicitaires, parce que c'était le moment où on nous demandait à tous de couper le Wi-Fi chez nous, de bien penser à éteindre la lumière, de baisser le chauffage, mais en même temps dehors c'était Noël, donc du coup il y avait des lumières partout, tout était éclairé toute la nuit. Donc on a mené notamment cette action-là et qui a eu un bon écho, parce que bon, on a essayé de faire relayer ça un peu dans la presse, on a fait quand même plusieurs campagnes de passage. Et plusieurs commerçants ont pris conscience à ce moment-là en fait de ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ne mesuraient même pas de l'impact que pouvait avoir leur consommation d'énergie à ce moment-là, et ont commencé à faire les travaux pour pouvoir couper leurs enseignes, à faire attention le soir à couper les lumières des magasins. Donc on a eu ça. Après on est aussi beaucoup actifs sur tout ce qui est anti-pub. On désaffiche régulièrement, on éteint un peu ces belles sucettes dans la ville, parce que pareil, on estime que c'est de la consommation stupide, on va dire, d'énergie, et plus c'est de l'incitation à la surconsommation. Donc on combat aussi la publicité un peu invasive dans nos centres-villes. Est-ce que, Paul, tu veux rajouter je dirais que c'est un travail qui est toujours en cours. Okay. Certains commerces... visiblement, et en tout cas la ville aussi, en train de réinstaller toutes ces décorations de Noël et de dépenser 240 000 euros là-dedans, montre bien que c'est un travail qui se continue. Je posais la question en vous tendant un petit peu la perche, en fait, avec peut-être un mot-clé aussi qui me semble être la convergence ou les convergences des luttes. Et il me semble qu'il y a ici aussi localement l'idée par vos comités d'agir et d'intervenir aussi sur bon nombre de points de lutte et de résistance locale. Il y en a eu de multiples. Alors il y a bien sûr la lutte des sucs, pour exemple, et ce projet de déviation de la RN 88 qui mobilise et qui encore a mobilisé très récemment. Il y avait également dans les Monts du Forêt un projet de centrale éolienne. Il y avait également un projet voisin, alors là on n'est pas local en 42, mais on est dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce projet de méga-bassine, un des projets, d'ailleurs on va y revenir aussi bien sûr en parlant de Sainte-Soline, mais un des projets les plus emblématiques français, mais qui je crois a capoté, mais on va y revenir. Projet de centrale à bitume à Boin-sur-Lignon également, et on va parler aussi d'une mobilisation contre le béton début décembre prochain. Enfin voilà, ça fait partie aussi des convergences et des luttes, points d'accroche locaux.
Complètement, oui, on a de quoi faire. On a de quoi faire par chez nous, côté projet inutile et climaticide et écocide complètement. On a aussi d'ailleurs la déviation à Saint-Péret, la déviation de l'agglomération valentinoise. Et c'est vrai que sur là c'est plutôt la déroute des routes qui tient la déviation à Saint-Péret, mais c'est vrai qu'on essaye de se regrouper et de rejoindre au moment des mobilisations toutes ces luttes. Parce que soutien n'est jamais de trop et qu'en fait c'est de partout en même temps qu'il faut être et que c'est de partout et en même temps que les grands industriels sont, mais et donc c'est vrai que on essaye de se soutenir entre groupements. Localement, certaines luttes aussi parfois sont moins visibles. Est-ce que précisément vous intervenez? Je pense à un projet de carrière. Alors il y en a même, j'en pense à 2 projets sur le département. Il y a le projet plutôt sur les monts du Pilat à Saint-Julien-Molin-Molette, et puis un projet de carrière dans la plaine du Forêt également, vers Saint-Galmier. Est-ce que ce sont aussi des points de lutte sur lesquels vous intervenez? On essaie en fait le plus possible des relais des luttes. Quand on n'a pas la possibilité au moins d'y intervenir, on essaie au moins de relayer, de sensibiliser autour, notamment Saint-Julien-Molin-Molette. On a fait passer cet appel en fait des appels en fait à participation publique auprès de la mairie, parce qu'en fait c'est pas un nouveau projet, hein, c'est juste la carrière elle existe déjà, ils ont déjà grignoté à peu près la moitié de la montagne. Oui, comme dans le Forêt d'ailleurs. Et le but c'est de poursuivre cette exploitation. Et donc pour l'instant c'est bloqué. Alors je crois que c'est le tribunal administratif qui l'a bloqué pour l'instant, mais la préfecture veut autoriser l'extension d'exploitation de la carrière. Et donc du coup on essaie de relayer un peu toujours en fait ces luttes locales ou extra-locales ou régionales on va dire, pour essayer de faire leur promotion. Et quand on est disponible, on essaie aussi de se rendre sur les lieux de mobilisation pour prêter main forte, soit dans l'équipe bénévole, soit en manifestation aussi. Et même aussi, il y a quelque chose qu'on essaie de porter aussi, c'est que la lutte écologique est aussi une lutte sociale. Donc on s'intègre aussi le plus possible dans des manifestations. On a notamment manifesté avec les autres collectifs locaux contre les violences policières, parce que on en est victime certes, mais en fait plein d'autres mondes en est victime dans notre société depuis des années. Et donc du coup on essaie de se mobiliser aussi localement pour aller prêter main forte contre la réforme des retraites, contre différentes sanctions que nous donne le gouvernement, on pourrait dire. Alors parlons de ces violences réelles et effectives, et notamment, on va dire de la répression aussi, qui s'exerce notamment sur vos mouvements. On pense bien sûr au soulèvement de la Terre et à ce qui s'est passé à Sainte-Soline en mars dernier. Et alors juste petit éclairage sur tout de même la décision assez récente là, de lever et annuler le décret de dissolution du collectif. Comment vous avez reçu tout d'abord cette décision et puis ce que ça engage? On l'a bien reçu déjà, ouais, ça, clairement, oui. C'est le cas de le dire. Et en fait, on n'avait pas encore complètement de stratégie sur la façon d'agir en cas de dissolution, puisque donc le nom devient inutilisable, les symboles de même. Et c'est vrai que le gouvernement sait bien y faire là-dessus pour enrayer ce genre de mouvement. Mais en fait, finalement, derrière, l'envie reste la même pour les personnes. Et c'est vrai que je relayerai juste un tweet qui avait été posté justement par le compte Twitter des Soulèvements de la Terre à l'échelle nationale, juste après cette annonce de non-dissolution, qui disait « J'ai Darmanin, chais ». Et je trouve que c'est plutôt symbolique finalement, parce que c'est vrai que c'est une lutte politique derrière tout ça. C'est pas simplement une lutte écolo. Et je sais plus quel homme politique disait que l'écologie c'était bien dans la nature, mais que la politique n'avait rien à voir avec l'écologie. Et en fait, au contraire, ça a tout à voir. Ça a complètement tout à voir, et c'est pour ça que justement, voilà, autour des violences policières et de tout ce monde politique. C'est quelque chose qui largement nous parle.
On va évoquer ce rapport de force aussi instauré, et ce que ça engage aussi finalement, mais il me semble qu'il y a tout de même des poursuites qui ont été menées, et il y a d'ailleurs très prochainement, je crois que c'est fin de ce mois, des procès contre des personnes qui vont être jugées par rapport aux manifestations de Sainte-Soline, si vous voulez aussi revenir. Alors là, personnellement, j'en ai pas eu tout à fait l'écho. Je sais pas. Pour le coup, je n'ai pas eu l'écho, mais moi, c'est un peu l'info que j'avais relevé donc c'est cette semaine, c'est le 28 novembre qu'aura lieu la suite du procès qui s'est déjà tenu début septembre. 2 personnes jugées pour des manifestations menées contre ces projets de méga-bassines et l'accaparement de l'eau. Et c'est un rendez-vous qui est donné au tribunal de Niort. Donc il y a 9 personnes qui sont jugées et la lutte semble même donc du coup se poursuivre avec notamment toujours en ligne de mire l'abandon définitif des projets de méga-bassines avec ce sera l'été prochain, me semble-t-il en juillet, de nouveaux rassemblements et de nouvelles mobilisations qui sont prévues au mois de juillet dans le Poitou. Exactement, pardon. On se retrouve à nouveau dans le Poitou en juillet prochain pour lutter contre d'autres projets de méga-bassines, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, celles de Sainte-Soline ont été suspendues pour l'instant. Il y en a d'autres en construction un peu de partout, très proches de nous, notamment en Puy-de-Dôme. Ils commencent à y réfléchir pour en faire dans la plaine de la Limagne. Donc on a nos camarades de XR Clermont-Ferrand et des soulèvements de la terre sur Clermont-Ferrand qui sont en train de s'associer et de s'organiser pour essayer de lutter face à ça. Après, vous mentionnez les procès, en fait, si Paul était un peu perdu, c'est que ça devient compliqué de les suivre, tellement il y en a. Alors il me semble que c'est jeudi prochain, au moment de l'ouverture de la COP 28. Ouais. En parallèle, il y a un procès de scientifiques qui faisait partie de Scientific in Rebellion, donc la branche scientifique de Extinction Rebellion. On en a eu il y a 2 semaines pour des actions sur les actions qu'on appelle banque-trocrate, donc où on dénonçait les financements d'énergie fossile que faisaient notamment la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. Donc en fait, ça commence à être compliqué à suivre, tellement la répression policière est forte. La semaine dernière, il y avait des perquisitions pour différentes actions qu'on a pu mener, qui se sont faites un peu de partout en France. Donc voilà, on essaie aussi de suivre tout ça, mais ça devient compliqué, tellement la pression policière est là, quoi. Bah aussi à l'échelle locale, là, on est en train d'organiser une manifestation le 9 décembre, justement en lien avec. C'est une manifestation qui va se passer contre Lafarge et le monde du béton en général, et qui est en lien justement avec le 8 décembre dernier, des personnes se sont introduites sur un site Lafarge. Et je crois 6 mois plus tard, des perquisitions sont arrivées. Alors voilà, un beau matin, toute la police débarque et donc ces personnes ont été arrêtées, ont été condamnées. Condamnées, je sais plus. En tout cas, les procès sont peut-être toujours en cours, mais très certainement à l'approbation de Caracol à côté. Mais donc. C'est un petit peu une peur constante, et d'un autre côté l'État joue là-dessus justement avec des actions des fois où simplement c'est juste une garde à vue, et en fait derrière le processus judiciaire qui se déroule derrière, et le processus pénal qui se déroule derrière, il a souvent pour vocation simplement juste d'épuiser la personne, puisque en fait derrière une personne qui tire une banderole, on finit pas en prison pour ça non plus, mais c'est vrai que derrière, voilà, les poursuites derrière prennent un temps infini. Petite parenthèse, oui, Caracol, tu voulais intervenir ? Oui, en fait, ce que je voulais rappeler, c'est surtout, on n'est plus sur des poursuites classiques, notamment sur les camarades qui s'étaient introduits dans une centrale Lafarge. On parle de 96 heures de garde à vue, des poursuites de la police antiterroriste. Donc on est vraiment qualifié maintenant d'éco-terroriste selon Darmanin, mais on n'a plus affaire à la police classique, on va dire. C'est plus juste les renseignements territoriaux qui sont sur notre dos, c'est vraiment la lutte antiterroriste, parce qu'ils considèrent que nos luttes sont une forme de terrorisme, parce qu'on terrorise leur système. Petite parenthèse,
tu évoquais Scientifiques en rébellion, et effectivement, je crois qu'il y a un contre-sommet, COP28, dans le but de le refuser pleinement, qui va se tenir à Bordeaux fin novembre également. Je revenais sur cette décision d'annulation avec satisfaction dans un premier temps, certes, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi un peu relativiser. C'est là où je parlais aussi de ce que ça engage et de la suite éventuelle, parce que ce que j'ai pu voir, c'est que ce que ça signifie clairement, c'est qu'en cas de nouvelles, et c'est là où ça porte un peu à confusion, c'est-à-dire de nouvelles actions ou de nouvelles provocations, postérieure à ce décret, ça serait à l'appréciation du Conseil d'État. Ce qui fait qu'en gros, il y a une sorte d'avertissement qui est posé et qui pourrait déboucher sur, on va dire, sanction entre guillemets, là, à nouveau. Ah oui, complètement. Le combat continue finalement. Et c'est vrai que de toute façon, le gouvernement, pour ne citer que lui plus particulièrement, M. Darmanin, n'attend qu'une seule chose, ce sont des preuves de violence, entre gros guillemets, à montrer à la télé et au peuple pour simplement qu'il y ait l'approbation générale et l'acceptation générale de dissoudre de ce mouvement et de remettre une couche par-dessus complètement. Je ne sais pas si M. Darmanin m'écoute, mais on ne dissout pas un soulèvement. Mais on l'espère. Sans oublier que les juges ont rejeté une autre demande d'annulation, c'est celle des mesures de surveillance des groupes. Donc finalement, on reste sous haute à la fois surveillance et dans une forme de criminalisation tout de même qui perdure. Effectivement, en fait, alors premièrement, les soulèvements de la Terre sont sortis en étant non dissous, mais faut pas oublier que notamment le groupe antifasciste Lyon et environ lui a été dissous, alors que c'était le même principe, c'est une organisation de fait selon le gouvernement. Ils veulent quand même maintenir une pression en fait sur ces groupes, sur ces gens qui se mobilisent entre eux, nous maintenir dans un climat de peur et de crainte en fait du gouvernement et de la répression qu'on pourrait subir pour essayer de nous maintenir au calme et de ralentir le plus possible le mur qu'ils vont se prendre de la fronde sociale en fait qui arrive, qui est là, qui est aux portes, tout le monde est sur les dents, tout le monde est sur les nerfs. Parce qu'on en prend plein la tronche, et on en prend plein la tronche sur plein de sujets différents, et on est en train de foncer dans un mur, et ceux qui nous gouvernent actuellement n'essaient même pas de ralentir. Ils nous laissent aller droit dans le mur, et c'est le mur de la crise climatique, mais c'est aussi le mur des soulèvements fascistes. Pas oublier ce qui se passe un peu de partout dans le monde actuellement. Les Pays-Bas ont élu démocratiquement une personne d'extrême droite comme futur Premier ministre, s'il arrive à avoir sa coalition, et la droite s'est alliée à lui, il aura sa coalition. Ça nous arrive, ça arrivera bientôt en France. Toutes ces luttes, il faut qu'on les unisse ensemble, même si on subit la même répression, au final, cette même répression policière, pour essayer de contrer ce qui est en train d'arriver. Un climat de peur et d'épuisement, comme tu le disais, Paul, tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le rapport de force, finalement, il est biaisé ? C'est-à-dire qu'en fait, vos actions sont souvent illégales, donc en dehors de la loi. Et en revanche, la loi, elle s'applique bel et bien comme il faut même. C'est vrai que pour l'instant, on ne nous a pas encore envoyé l'armée, mais... Ça s'y rapproche. Oui, complètement. Ça ne saurait tarder. Mais c'est vrai que je pars du principe, alors là c'est vraiment une appréciation personnelle, que chaque degré compte, chaque espèce vivante compte, et que rien que pour ça, en fait, même si c'est la goutte d'eau du colibri finalement, pour reprendre cette métaphore, il faut la mettre quand même, quoi, cette goutte d'eau du colibri, même si finalement elle n'enrayera pas tout le système et qu'elle ne servira pas à changer un monde complet, il la faut quand même, elle est nécessaire. Et pour revenir sur ce qu'on disait juste avant par rapport aux Pays-Bas notamment, je vais juste citer Camille Etienne qui était là un peu plus tôt sur le salon, qui dans son livre à un moment sort une phrase qui je trouve, alors je vais pas la citer au mot à mot, mais
mais que je trouve intéressante dans l'idée, c'est que en fait, nos dirigeants et dirigeantes ne font pas de l'inaction climatique, c'est une action écocide. C'est complètement différent. Ce n'est pas de l'inaction, ce sont des actions prises et délibérées, et de nous mener droit dans le mur, quoi. C'est appuyer sur l'accélérateur. Alors l'outil essentiel utilisé pour résister, pour lutter, c'est la désobéissance civile. Vous la définiriez comment, cette désobéissance civile qui existe depuis des années, hein, on l'a vu par des marches non violentes en Inde, avec Gandhi pour exemple, la marche du sel, d'autres qui ont suivi. Aujourd'hui, ça a pris d'autres formes. On a vu les faucheurs, notamment faucheurs volontaires, et puis d'autres actions aujourd'hui. Quelle serait, vous, votre appréciation et approche de la désobéissance civile et surtout de sa dimension non violente qui peut aussi être peut-être ambigu ou questionné? Ça fait un peu double question, mais... Alors, du coup, nous, notre approche de la désobéissance civile, elle est presque collée à la définition de Thoreau. C'est vraiment donc Henry David Thoreau qui a posé officiellement le concept de désobéissance civile, même si ça remontait avant. C'est vraiment... C'était en 1866, il faut le préciser, ça date. Exactement. On enfreint des lois qu'on juge immorales, voire illégales, de notre point de vue, en fait, par rapport à notre société actuelle. On va pas juste enfreindre des lois par plaisir, mais c'est une forme de lutte, c'est une forme de résistance en disant on ne se soumet pas à votre système. On refuse de se soumettre à votre système, on refuse de se soumettre aux lois parce que c'est ça qui bâtit les démocraties et la sociodémocratie, je ne sais plus comment on appelle ça officiellement, mais c'est vraiment cette acceptation de soumission aux lois et aux cadres qu'on nous donne. Nous, on a fait le choix de ne plus respecter les lois qui nous font aller dans le mur. Donc, on s'en prend par ce non-respect de la loi à des éléments qu'on juge nous faire foncer dans le mur, des éléments écocides. Une loi injuste, finalement. C'est privilégier la justice à la loi, exactement. Finalement. Oui. Finalement, on pourrait presque se poser la question et se dire, des personnes qui rentrent sur un site de Lafarge, quelles sont les lois contre lesquelles ces personnes vont? Et en fait, c'est justement le fait de ne pas avoir le droit de dire non à une entreprise comme ça qui bétonne à tire-larigot et qui ne se pose absolument pas la question de l'environnement qu'il y a sous ce béton. Et donc, c'est le concept de désobéissance civile, il va pas forcément, alors comme Thoreau qui était contre un impôt qui visait notamment à payer pour la traite négrière. Là, c'est quelque chose, aujourd'hui, la désobéissance civile peut être vue d'une façon peut-être plus large, dans le sens où elle ne s'oppose pas à une loi en particulier spécifiquement, mais en fait à un ensemble de concepts qui se ramènent derrière à des lois par la répression qu'on subit, qui montrent bien qu'il y a des lois, alors qu'on ne devrait pas en fait subir de répression à aller chez des criminels. On parle de justice, néanmoins il y a plusieurs niveaux d'appréciation des choses. Ça a été un petit peu déjà là au menu de différentes rencontres de ce qui nous semble être du bon sens et de ce qui semble être légitime. Et alors moi je la pose un peu naïvement, mais c'est à un moment donné aussi cette question de à partir de quand c'est nécessaire et légitime de désobéir à des lois établies et qu'on estime que ces lois sont illégitimes précisément. Et ça pose la question aussi, à nouveau je suis désolé des questions à tiroir, mais de la question finalement démocratique, c'est-à-dire refuser la loi, on va dire dans un cadre néanmoins de représentativité de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à la majorité, et votée et établie. Alors, juste pour un rappel par rapport à juste l'élément précédent sur Lafarge, n'oublions pas qu'ils ont financé Daesh en Syrie pour continuer le business, donc faire de l'infraction sur leur propriété privée, c'est peut-être pas trop un problème. Mais par rapport en fait à cette insoumission aux lois et à cette loi qui est démocratiquement décidée dans l'Assemblée nationale et au Parlement en général avec le Sénat, peut-on parler encore de démocratie acceptable quand on en est au 17e ou 18e 49.3 pour décréter des lois qui ne sont même plus discutées. Il ne faut pas oublier, cette année, on n'a même pas discuté en fait le budget de l'État. On n'a pas discuté le budget de la société, de la sécurité sociale. Ces lois se sont imposées de fait et sans aucune discussion. Donc en fait, c'est aussi ce système-là qu'on veut dénoncer
notre système de nos démocraties européennes, nos démocraties occidentales, est-ce qu'il est encore représentatif ? Est-ce qu'il a déjà été par le passé représentatif, mais est-ce qu'il est encore représentatif de notre société ? Est-ce que vraiment on a notre droit de parole dans cette société en votant une fois tous les ans, tous les 2 ans, pour des élus qui sont censés nous représenter mais qui ne reviennent jamais vers nous en fait pour nous demander vraiment ce qui est notre avis, et surtout avec des structures pyramidales. Est-ce que tu veux réagir, Paul, par rapport à je ne sais pas ce que je pourrais rajouter là comme ça. En tout cas, ça interroge du rapport à la loi aussi et à l'illégalité. Et on le voit ici de par vos présences. En radio, ça se voit pas beaucoup, mais Paul est masqué. Ce qui veut dire que alors sans attaque aucune, mais il y a une façon de te rendre anonyme finalement aussi, c'est-à-dire non pas pour ne pas assumer, j'imagine, mais en tout cas ça pose cette question de posture, alors qu'à l'inverse, Caracol est à visage découvert aujourd'hui, tout en participant à des actions illégitimes, voire illégales. Ça pose cette question aussi quand même du rapport à la loi et des positionnements des uns, unes et autres. Complètement, face à cette... je vais mettre des gros guillemets, d'énormes guillemets par rapport à ce que je viens de dire juste avant, face à cette inaction climatique finalement. Moi personnellement, j'ai pris le parti d'être masqué aujourd'hui parce que il peut y avoir des prises de vue comme on est dans un salon finalement, ce qui ne se voit pas à la radio, et en fait face à cette inaction, qui me dit que demain cette prise de position de mettre un masque ne sera pas utile pour éviter une répression quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que là-dessus, voilà, ce sont des mouvements qui sont très ouverts, donc chaque personne a sa façon de voir les choses. Mais personnellement, voilà, j'ai choisi d'être masqué puisque du coup, je ne sais pas si ça pourrait pas intenter à ma propre vie. À ta personne. Voilà. Et moi, par opposition, en fait, j'aime pas trop dire opposition parce que c'est pas une opposition. En fait, nos mouvements déjà, on essaie d'accepter tout le monde dans sa forme de lutte et dans l'implication qu'il a envie d'avoir dans le mouvement. Mais c'est aussi, c'est une forme aussi de lutte d'être à visage découvert, qui est notamment portée par Extinction Rebellion, sur aussi désobéir de manière non violente, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais c'est montrer que c'est payer de sa personne un petit peu, en disant que la répression est tellement forte, la violence en face est tellement forte sur des gens qui sont non violents, de aussi être alors j'aime pas trop utiliser le terme de martyr, mais en quelque sorte en fait de venir en fait donner de notre personne pour nos luttes et même de nos personnes publiques, on va dire. C'est aussi une forme d'engagement et de lutte en fait qu'on peut avoir et qu'on peut essayer de porter. Sur cette question de non-violence, c'est là aussi où ça fait débat et on l'a vu dans le procès, en tout cas où dans la volonté de dissolution par exemple du comité, des soulèvements de la terre, où se situe aussi là le curseur entre violence, non-violence, et on a vu bon nombre de gens qui finalement n'osent aussi plus s'engager justement. Enfin, du coup là ça a été efficace en termes on va dire d'organisation et de système, où les gens après Sainte-Soline, alors il y avait la mobilisation notamment en Savoie contre le Lyon-Turin, où bon nombre de personnes, moi à ma connaissance par exemple, n'ont pas osé s'y rendre parce qu'en se disant ça va être encore une répression dure et forte, et où il y a du coup cette forme d'empêchement, véritablement d'être empêché de pouvoir intervenir, agir sur cette question-là de violence, non-violence, où se situe c'est exactement ce que je voulais dire avant. C'est vraiment en fait de venir se confronter à la violence de l'État, parce que l'État est violent de manière non violente. C'est aussi notre forme de lutte. Mais après, cette forme de lutte non violente, c'est nous qui nous déclarons non violents. Mais faut toujours expliquer que la violence, c'est un point de vue. C'est notamment le point de vue de la personne qui l'a subi, et même de la destruction, ou du moins de la destruction de biens, peut être vu comme une violence. Raser un champ d'OGM peut être vu comme une violence, alors que on essaie de prôner une action non violente. Nous, côté Extinction Rebellion, et c'est un peu pareil chez Soulèvement, ce qu'on essaie de prôner, c'est surtout pas de violence physique envers les gens et pas de violence verbale ni morale envers les gens. On ne veut pas séquestrer les gens, on essaie d'être toujours le plus bienveillant possible. À la base, il n'y avait aussi pas de violence envers les biens, mais ça, on a été obligé de le discuter et de commencer à avoir des consensus sur certaines actions où on se dit, malheureusement, là, il faut casser. Il faut désarmer, il faut saboter.
Paul? Je voudrais revenir sur ce concept de violence finalement, avec les mots d'Elder Camara, qui est un archevêque, je crois, d'Amérique latine, qui avait dit, alors là encore, hein, je le dis avec mes mots, en substance, il y a 3 formes de violence. La première forme, c'est la violence institutionnelle, qui détruit, qui roule sur les hommes. Et alors, on va faire ça de façon plus inclusive, les hommes et les femmes. La deuxième violence, c'est une violence révolutionnaire, finalement, qui vise à détruire cette première violence. Et la troisième violence, c'est la violence répressive, qui est en fait l'allié de la première violence institutionnelle, mais qui derrière, en définitive, ce qui l'amenait, et la conclusion de sa pensée, c'était de dire, c'est complètement hypocrite de dire qu'il n'y a qu'une seule forme de violence et que cette violence-là est la violence révolutionnaire, alors que finalement, en fait, la violence, elle est partout et elle est large. Et des fois, on ne la voit pas d'un simple coup d'œil, mais les personnes dans la rue, c'est une violence. Le fait de travailler dans un travail dont on ne voit pas le sens, juste pour payer ses factures, c'est une violence. Au quotidien, c'est une violence. Absolument. Et la question aussi, parce que là, ça passe par l'action, je veux dire l'action, l'intervention sur différents points, etc. Mais il y a la question juridique aussi. Est-ce que vous intervenez sur la question du droit, qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, peut être un levier aussi d'action, notamment sur cette façon d'appréhender ce que l'on nomme éco-terroriste, justement. C'est Camille Etienne qui, alors moi je me souviens plus des modalités législatives là, que apparemment on ne peut pas la concevoir de cette façon-là, parce qu'il y a une définition légale aussi des choses, et que intervenir ou réagir ou résister aussi sur les questions de droit, c'est aussi des leviers possibles. Est-ce que c'est des façons à vous de pouvoir aussi appréhender les choses? Oui, alors complètement. Alors, on parlait tout à l'heure de nos formations, on essaie aussi de se former juridiquement, de savoir ce qui nous attend, mais aussi de savoir quel levier on aurait si jamais on allait jusqu'au procès. Et globalement, tous nos mouvements de désobéissance civile ont choisi de faire de tous nos procès des tribunes politiques, de montrer que le système judiciaire, en fait, est aussi utilisé comme une arme de répression. Et alors, que donc la violence s'y exerce également. La violence s'y exerce également, et qu'ils vont jouer sur les limites de la loi, parce que oui, en fait, nous qualifier de terrorisme, légalement, c'est pas possible. En fait, ça ne tient pas dans la loi. Notre forme de lutte n'est pas du terrorisme, n'en déplaise à Darmanin. On le cite beaucoup ce soir. Oui, Paul. La définition elle-même, la définition étymologique de l'écoterrorisme, finalement, elle est d'ailleurs justement, elle est d'ailleurs très très mal utilisée. Le terme est lui-même très mal utilisé, puisqu'en fait, le terme écoterroriste, il irait bien mieux finalement à de grandes multinationales, puisque écoterrorisme, en fait, c'est semer la terreur dans l'environnement finalement. Et donc tout ce que ça engendre, la terreur. Donc à nouveau, tout dépend d'où on se place et d'où l'on parle. Juste pour terminer, peut-être quelques actions en perspective. Moi, j'avais noté, pas plus tard que demain, ce 26 novembre, si vous n'êtes pas à Tatou-Juste, vous pouvez aller à une cantine de soutien à la lutte des SUC. C'est au Réchaud, avec repas, infos, discussions. Le Réchaud, c'est à Pont-de-Lignon, c'est à Monistrol-sur-Loire. Donc voilà, on soutient toujours à la lutte des SUC qui se poursuit. Et puis en autre rendez-vous, vous l'avez annoncé, il y a début décembre. Exactement. Si vous voulez en dire quelques mots. En effet, on a une... alors, plutôt que ça, on a une... je vais y arriver. Un accueil pour les nouvellos, donc pour les nouvelles et les nouveaux, au sein d'Extinction Rebellion, qui va se passer le jeudi 30 novembre à 20h30 au Smoking Dog, donc au 5 rue Georges Dupré à Saint-Étienne. Venez nombreuses, s'il vous plaît. Et sinon... un peu plus tardivement, on organise aussi, alors là, dans le nom des soulèvements de la Terre notamment, mais d'organisations plus larges, une journée d'action contre Lafarge et le monde du béton. Donc ça va être une manifestation qui va se passer le 9 décembre. Où ça ?
Ah. C'est encore en travail. Ok. Si vous voulez, vous pouvez contacter le groupe local, le comité local, à l'adresse mail suivante lsdt42@protonmail.com. Voilà, pour les soulèvements de la Terre. LSDT42 en chiffres, @protonmail.com, avec des réunions fixes que vous organisez aussi. C'est le 4e lundi de chaque mois. Tout à fait. On va poursuivre la discussion si vous le voulez, parce que l'assistance est tout de même nombreuse ce soir et pour cette fin de journée. S'il y a des questions complémentaires, d'autres points que vous voulez aborder, des témoignages ou des questions plus précises, il y a un micro baladeur qui peut arriver jusque vous. N'ayez pas peur de prendre la parole. Et on peut tenter d'échanger aussi encore un petit temps ensemble. Est-ce qu'il y a des envies ou des demandes de prise de parole? Non, on a fait le tour, on a été à ce point aussi précis et exhaustif. On vous a convaincu? Eh bien alors tant mieux. Ah si, une question là-bas. En matière de désobéissance civile, dans le débat qui vient d'avoir lieu, il s'agit de désobéir à des lois immorales. D'après ce que j'ai entendu, de mon point de vue, si on s'intéresse aussi à la Constitution, ou du moins au bloc de constitutionnalité, et donc à un élément de ce bloc qui est la Charte de l'environnement, les lois auxquelles il est judicieux de désobéir sont aussi anticonstitutionnelles. La Charte de l'environnement de 2004. Effectivement, et il ne faut pas oublier que notre gouvernement ne respecte pas lui-même certaines lois, et même plus localement, parce que c'est vrai qu'on a rendu beaucoup hommage à Gérald Darmanin, mais on n'a pas rendu hommage aussi à un autre grand homme local, notre président à tous, Laurent Wauquiez, qui lui-même a choisi de faire de la désobéissance civile en sortant du cadre du zéro artificialisation nette, qui est une loi européenne quand même. Il a dit « Palek ». Alors on va en rester là. Merci à vous, Paul Caracol. Merci bien. Bonne lutte, courage et force. Elle et va joie. être longue. Merci à vous tous et toutes également d'être venus à ce dernier rendez-vous.